Je vais être père. Dans quel monde mon enfant va-t-il grandir? Dans quel monde ai-je envie de vivre? Dans quel monde souhaitons-nous vivre? Dans quel système politique? La crise financière a-t-elle eu raison de nos principes démocratiques? Ou doit-on les redéfinir en permanence? Je veux savoir quelles initiatives et quelles idées nouvelles sont susceptibles de modifier notre démocratie. Qui sont ceux qui préconisent plus d'autodétermination et de participation aux décisions? Où, en Europe, puis-je rencontrer ces personnes? Les conséquences de la crise financière ont fait de l'année 2011 l'année de la contestation mondiale. Dans toutes les villes, des hommes et des femmes se révoltent et investissent l'espace public. Ils exigent un changement de politique. Le 15 mai 2011 marque le début des protestations en Europe. À Madrid, la Puerta del Sol est occupée. Des milliers d'indignés sont dans la rue. Ils critiquent les graves problèmes socio-économiques dont souffre l'Espagne depuis la crise financière. Organisés en groupes de travail, les militants cherchent des solutions. Chaque proposition est votée à main levée lors de leurs assemblées. Le mouvement des indignés, ou mouvement du 15M, est né. Il s'inspire aussi du printemps arabe. Les manifestations en Tunisie puis en Égypte avaient mené à un changement radical du paysage politique. Le peuple avait investi les places publiques pour chasser les dictateurs. En septembre 2011, c'est Wall Street à New York qui est occupée par les manifestants. Ils veulent mettre fin à la spéculation et réclament une politique moins dépendante de la finance. Durant des semaines, les militants campent dans le parc Zuccotti et organisent des assemblées. Occupy Wall Street devient le mouvement protestataire le plus important d'Amérique du Nord. Bientôt, on retrouve le mouvement Occupy en Europe, notamment devant la Banque centrale européenne à Francfort, où les militants campent pendant des mois et alertent l'opinion sur le lien entre capitalisme et crise de la démocratie. Même si les campements ont disparu et que le mouvement s'est essoufflé, Occupy est devenu un symbole de résistance. La résistance contre une minorité qui détient le pouvoir et décide du destin de millions de personnes. Son cri de guerre est « Nous sommes les 99%. Et les symboles persistent. À l'été 2013, les masques blancs réapparaissent, cette fois-ci sur la place Taksim à Istanbul, lors des manifestations contre la politique du Premier ministre Recep Tayyip Erdogan et pour plus de démocratie en Turquie. Les places occupées font-elles fonction de cité-État, comme dans la Grèce antique? De Madrid au Caire, en passant par Istanbul, il semblerait qu'elles fonctionnent comme des laboratoires où l'on tente de se réapproprier et de redécouvrir l'expérience démocratique. Ces mouvements ont avant tout un mérite. Ils ont créé le désir d'améliorer les choses, c'est-à-dire d'obtenir un système politique meilleur, une société meilleure, bref, une meilleure démocratie. Créer un tel désir est en soi déjà une réussite. Depuis 2011, ce désir est bien réel. Pas un mois ne s'écoule sans qu'une nouvelle manifestation ne voie le jour sur une place, quelque part dans le monde. La démocratie en tant que système politique est-elle en danger? Michael Hart est un éminent spécialiste des mouvements de protestation mondiaux. Pour lui, la crise que connaissent nos démocraties représentatives est endémique. Il vient de publier avec Antonio Negri un essai qui s'intitule « Déclaration, ceci n'est pas un manifeste ». La démocratie, dans le monde occidental comme ailleurs, est en crise depuis longtemps.
L'idée même de démocratie a été dévoyée. Parce que la démocratie, en réalité, qu'est-ce que c'est? En général, on l'assimile à un concept qui fait référence au capitalisme, ou au mieux au cirque médiatique électoral auquel on a droit tous les 4 ou 6 ans. Dans certaines parties du globe, la démocratie consiste bien souvent à suivre la ligne de conduite dictée par la politique étrangère des États-Unis. Voilà pourquoi je ne pense pas que cette crise soit nouvelle. Ce qui est nouveau, c'est la prise de conscience. Nous pouvons nous réapproprier ce concept. Nous pouvons le remodeler pour en rétablir les vraies valeurs. C'est là que réside la nouveauté. Je pense que les manifestations, les mouvements Occupy et les sit-in de 2011 nous ont permis de nous interroger sur la démocratie pour essayer de la soustraire à la corruption. Mais comment réformer un système corrompu? Je pars à la recherche de ceux qui pourront peut-être sauver notre démocratie chancelante. Mon périple débute en Espagne. Le désir de changement est particulièrement fort ici. Économiquement, le pays est au plus bas. Le coût de la vie augmente sans cesse, tout comme les loyers. Près de 60% des jeunes sont sans emploi. Pourtant, ce n'est pas avec une manifestation que l'on célèbre le 2e anniversaire du mouvement du 15M, mais avec du théâtre. Je fais la connaissance de la photographe Alicia Armesto. Elle filme grâce à son téléphone portable et publie les images directement sur Internet. Il y a 40 ans, l'Espagne subissait encore la dictature franquiste. Les Espagnols accordent d'autant plus d'importance à la démocratie. Je pense qu'il n'y a plus de démocratie dès l'instant où on restreint les libertés et les droits fondamentaux, comme le droit à la santé par exemple, et la liberté d'opinion, qui ne sont plus respectés. Ou encore lorsque les décisions de justice diffèrent selon la classe sociale de l'accusé. Pour moi, tout cela relève de manquements très graves, extrêmement graves à la démocratie. Le mécontentement des citoyens espagnols s'exprime désormais de façon quotidienne. On appelle escraches la nouvelle forme de protestation qui consiste à venir vilipender le politique en charge d'un dossier directement sous ses fenêtres. Dans notre cas, il s'agit du ministre de la Justice espagnol. Il veut supprimer le droit à l'avortement pendant les 3 premiers mois de la grossesse. Alicia Armesto travaille ici pour la chaîne de télé en ligne indépendante Toma la Tele, qui a été fondée à la suite des événements du 15 mai. Contrairement à la télévision publique, la chaîne veut montrer le véritable visage du pays. Le courage de ces gens me bouleverse. Même lorsque la situation dégénère, les citoyens continuent de filmer avec leur téléphone portable. Leurs images, sans commentaire, sont mises en ligne. Par exemple, sur Toma la Tele, qui signifie littéralement « occuper la télé ». L'émission hebdomadaire fait le point sur les dernières manifestations. Alicia Armesto et son compagnon la présentent ensemble depuis un studio improvisé à Madrid. C'est bénévolement que les 2 militants du 15M travaillent pour Toma la Tele. Ce n'est pas tant un bulletin d'information qu'une tribune qui reflète nos opinions. C'est une façon de montrer un peu ce qui advient et dont on ne parle pas dans les médias traditionnels. C'est une autre façon d'expliquer aux gens ce qui se passe. En fait, notre manière de fonctionner dans le cadre de Toma la Tele tient de l'apprentissage permanent, à partir de ce que chacun apporte de son expérience antérieure. On apprend à chaque fois de nouveaux trucs. Chaque projet est un échange, un apprentissage mutuel. C'est une façon de procéder qui est très artisanale parfois, mais qui est aussi très enrichissante.
Il me montre des images d'expulsion, sujet récurrent de Tom à la télé. On en compte des centaines tous les jours en Espagne. Les gens perdent leur logement parce qu'ils ne peuvent plus rembourser leurs prêts immobiliers. Les victimes s'organisent et les militants du 15M leur viennent en aide. Tous les jours, on diffuse sur Internet les adresses et les horaires de nouvelles expulsions dans le but de rassembler le plus de manifestants possible et d'empêcher ainsi la saisie des logements. Et ça marche, notamment grâce au reportage de Tom à la télé. Au soir du 15 mai, la foule de manifestants est encore plus dense que dans la matinée. Parmi eux, le fondateur de Tom à la télé, Manuel Cerezo. Selon lui, l'indépendance et l'interactivité sont les deux éléments clés de sa chaîne de télévision. Aucun homme politique ou entrepreneur ne nous dicte ce que nous devons dire. Nous pouvons donc nous exprimer librement. Grâce à la révolution technologique, grâce aux réseaux sociaux, tout le monde peut participer. C'est une voie qui vaut la peine d'être explorée, même si nous ne savons peut-être pas où elle va nous mener et quelles en seront les conséquences. Même si les actions spectaculaires du 15M portent leurs fruits, tous ceux qui souhaitent un changement politique en Espagne ne se retrouvent plus forcément dans ce mouvement. C'est le cas par exemple de Fabio Gándara. Bien qu'il ait été à l'origine de l'occupation de la Puerta del Sol en 2011, avec son appel lancé sur Facebook « La vraie démocratie maintenant », les protestations dans la rue ne lui suffisent plus. L'ancien avocat travaille désormais pour Change.org, un site financé par des dons. Fabio Gándara y rassemble des pétitions et des signatures qu'il diffuse ensuite sur le net pour les rendre publiques. Je reste vraiment très favorable à l'esprit du 15M, aux valeurs qu'il défend. Mais je crois qu'il faut désormais aller au-delà des manifestations et des rassemblements pour mettre en place de nouvelles initiatives permettant à la société civile de s'impliquer dans les institutions. Mais les choses sont déjà en train d'évoluer dans ce sens, notamment dans le cadre du projet sur lequel je travaille, ou encore avec les plateformes qui ont recours à des moyens judiciaires pour s'attaquer aux responsables de la crise, ou bien avec l'apparition de nouveaux partis citoyens, ouverts, participatifs et transparents, qui fonctionnent en réseau. Ce sont surtout les plus jeunes qui s'organisent et font durer la contestation. La détresse et le manque cruel de perspectives font naître chez eux le désir d'une nouvelle démocratie. Il me semble qu'ici, plus personne ne fait confiance à la politique officielle. Le divorce entre citoyens et responsables politiques est consommé. Une des critiques des indignés et des autres mouvements ayant émergé en 2011 portait sur le manque de représentation des démocraties dites corrompues. Mais les gens n'étaient pas seulement mécontents de leurs représentants. Il y a autre chose. Ils auraient pu dire « Ils ont vraiment fait n'importe quoi, ces crétins de politique. On devrait en élire d'autres qui seront meilleurs et nous représenteront mieux. » Mais en Espagne, le slogan des indignés n'était pas « de vrais représentants maintenant ». Non, en fait, ils voulaient plus d'autodétermination. Ils désiraient décider par eux-mêmes. Ils avaient envie de prendre leurs propres décisions politiques, collectivement. Prendre ses propres décisions politiques sans l'intervention d'aucun représentant du peuple? N'avons-nous pas plutôt besoin d'un autre type d'homme politique en qui on pourrait avoir confiance? En Islande, la crise financière particulièrement sévère de 2008
a été à l'origine de réformes drastiques. Les Islandais ont tant rêvé de responsables politiques intègres qu'ils sont allés jusqu'à choisir un personnage haut en couleur pour gérer la crise. Avec Meilleur Parti, son parti nouvellement fondé, le comédien punk Jon Gnarr a remporté les élections municipales dans la capitale islandaise à la surprise générale. L'idée de se lancer en politique lui est venue en regardant les informations télévisées. Jon Gnarr a soudain eu envie de changer les choses. Depuis 3 ans, il est maire de Reykjavik. Je nous considère, mon Meilleur Parti et moi-même, comme les sauveurs de la démocratie. Depuis mon adolescence, c'était toujours les mêmes qui occupaient la scène. Ça passe encore pour les Rolling Stones, mais ce n'est pas sain pour une démocratie. C'est comme libérer un parc public qui aurait été pris d'assaut par de vieux messieurs grognons qui vous demandent de faire moins de bruit quand vous arrivez avec vos enfants. Eh bien, messieurs les vieux grincheux, disparaissez de notre parc. Jon Gnarr tire sa légitimité des urnes. Avec ses amis artistes, il souhaite explorer de nouvelles voies et mettre en œuvre sa vision de la politique. Lorsque la lumière tombe au-dessus de l'étang, on aperçoit parfois les contours de certains objets au fond, comme des bicyclettes ou des pneus. Je me suis dit que jamais encore je n'avais plongé avec masque et combinaison pour explorer le fond de l'étang. Lorsqu'une idée folle comme celle-ci me vient, je dois l'exploiter jusqu'au bout. Ainsi, je plongerai dans un monde que personne encore n'a exploré. Parce que je n'ai encore jamais vu personne plonger dans l'étang. Je connaîtrai alors tous les secrets de l'étang, parce qu'il m'appartient. J'ai bien le droit de connaître ses secrets. J'interprète le rêve de Jon Gnarr comme une métaphore de la démocratie idéale. La créativité et le courage de rêver sont des qualités qui ont déserté le monde politique, selon lui. Le capitalisme, l'avidité et le matérialisme, voilà ce qui pollue les cerveaux et les rapports humains. Il combat tout cela autour de lui. Reykjavik, au moins, doit rester propre. Il se ressource au cimetière et trouve ici le temps de réfléchir. La théorie politique m'a toujours intéressé. Comment une société se construit? Comment fonctionne la démocratie? L'Islande se remet tout juste d'une terrible crise financière et il serait tentant de s'associer à de grandes entreprises minières ou pétrolières prêtes à investir sur notre territoire. Ou alors, on peut en faire abstraction et choisir de protéger ce pays et la nature encore préservée qui nous environne. Parce que ce sera plus rentable à long terme. Il faut faire des choix. C'est une bataille quotidienne. C'est une lutte. Et il faut la mener correctement. Je pense par exemple que l'Islande pourrait faire une parfaite zone de libre-échange. Jon Gnarr souhaite que les citoyens s'impliquent davantage dans la gestion de leur ville. Sur le site internet Meilleur Reykjavik, on peut soumettre de nouvelles idées pour la ville, avec de grandes chances de les voir se concrétiser. Un des projets déjà réalisés, la piétonisation de la rue commerçante. Les habitants avaient proposé sur le net d'interdire cette rue à la circulation et Jon Gnarr, au service de la population, a accédé à leur demande.
La démocratie directe ou en ligne me fascine parce qu'elle encourage le vote, le rend plus accessible et plus facile. Mais le site Betri Reykjavik, Meilleur Reykjavik, n'a mobilisé que 8% de la population. J'aimerais atteindre les 20%. À peine 8% de participation, alors que cet outil de démocratie directe sur le net peut enfin faire évoluer les choses? Effectivement, c'est peu. Et moi, aurais-je participé? S'engager reste un processus long et exigeant, mais cela s'apprend. D'après les derniers sondages, si Jon Gnarr se présentait à nouveau aux élections municipales, il serait réélu. J'ai beaucoup fait évoluer la mentalité des gens. J'ai sollicité leur réflexion au plus haut point. Et c'est très important, même si ce n'est pas évident. Nous sommes désormais aux commandes. Nous sommes intègres et gentils. Et ceux qui sont moins intègres et moins gentils ne pourront pas reprendre le pouvoir. Le plus drôle dans tout cela, c'est que nous nous qualifions nous-mêmes d'anarcho-surréalistes. Nous sommes une bande de vieux punks, artistes et écrivains, et des amateurs en politique. Et c'est nous qui avons réussi à instaurer une stabilité politique à Reykjavik. C'est totalement paradoxal, c'est un oxymore. Je pense que c'est une expérience inestimable, pas seulement pour nous ici, mais pour le monde entier. Même si la détresse en Allemagne est moins grande qu'en Espagne ou en Islande, bien des voix s'élèvent pour réclamer des changements. Ici a été fondé en 2006 le Parti des Pirates. Son objectif affiché, rapprocher les citoyens des politiques. Ce soir, la délégation régionale se réunit à Münster. Tout comme Jon Gnarr et son meilleur parti, les pirates voient en Internet la solution pour plus de démocratie participative. Le parti, qui réclame plus de démocratie directe et un renforcement des droits des citoyens, a réussi à obtenir des sièges dans 4 parlements régionaux. Aujourd'hui, il est également présent en Autriche. Marina Weisband a été leur première icône. L'ancienne secrétaire générale du parti, redevenue une simple pirate, est convaincue des vertus ultra-démocratiques d'Internet. Nous avons développé la démocratie représentative parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen pour que tous ces gens puissent s'organiser. Avec l'invention d'Internet, on a en quelque sorte totalement effacé la distance entre les gens. En 1 minute, nous pouvons poser la même question à des quantités de personnes dans le pays et en un clin d'œil obtenir des réponses. Ce n'est pas tout. Ces questions ne doivent pas forcément venir des dirigeants. Chacun peut poser les questions qu'il veut et chacun a le droit d'y répondre. Liquid Feedback est le nom du logiciel créé par les pirates pour les débats internes au parti. Son principe est simple. Les membres du parti mettent des sujets à l'ordre du jour, les discutent et votent en ligne. La démocratie liquide est un mélange de démocratie de base et de démocratie représentative. Je peux à tout moment choisir de confier ma voix à quelqu'un ou voter directement. L'avantage, c'est qu'on vote non plus pour un politique que l'on n'a fait qu'apercevoir sur des affiches électorales, mais pour quelqu'un en qui on a confiance. L'autre avantage, c'est que l'on peut à tout moment retirer son vote. En clair, personne ne détient ma voix. Je ne fais confiance à quelqu'un que pour un temps, parce que sur un point précis, il est plus compétent que moi. Voilà le principe, la confiance plutôt que le pouvoir. Mais qui répond des décisions prises lorsqu'elles sont le fruit d'une réflexion collective? Qui en est responsable? Le liquid feedback est fascinant,
Mais il me paraît en être encore au stade expérimental, un peu comme les pirates eux-mêmes. Le succès de leur parti s'estompe. Le mouvement s'essouffle, miné par les débats de personnes, et tiraillé entre la nécessité de trouver un leader pour représenter le parti et la volonté de tout décider collectivement. Je crois qu'en fait, au sein même des pirates, on n'a pas tous la même façon d'envisager le fonctionnement du parti dans un système représentatif. Nous voulions faire siéger des adaptateurs au Parlement. On pensait placer quelques hommes de paille connectés au liquid feedback. Chaque pirate pouvant ainsi prendre part aux décisions. Ces prises de décision collectives permanentes mettent les nerfs à rude épreuve. Elles exigent beaucoup de temps et de force. Est-ce viable à long terme ? Le problème avec la démocratie liquide et avec la participation en général, ce n'est pas que les gens n'en veulent pas ou que les outils sont trop compliqués. C'est qu'ils n'y sont pas habitués. C'est une question culturelle. Il faut éduquer les gens et organiser des débats publics pour qu'ils comprennent à quel point il est important qu'ils s'investissent dans la société dans laquelle ils vivent. Je me demande à quoi le démocrate éduqué et moderne vanté par Marina Weisband peut bien ressembler. Quelqu'un d'engagé, plein d'empathie et fort d'une certaine conscience sociale ? Est-ce que je pourrais devenir cette personne? Est-ce que cela s'apprend? À Berne, en Suisse, on trouve une nouvelle école pour les cadres dirigeants du futur qui souhaite encourager et remettre au goût du jour ce genre de qualité. Il s'agit de l'école Chaos Pilot. Le concept est danois. Les étudiants suivent des cours de valeurs éthiques et de stratégie de management global. Place à de nouvelles solutions. Matthias Straub-Fischer, fondateur de l'école en Suisse, est lui-même un ancien Chaos Pilot. Il veut faire de ses étudiants des entrepreneurs plus responsables et plus sociaux. Plutôt que de se focaliser uniquement sur le profit, ils doivent se consacrer davantage aux problèmes de société. Matthias Straub-Fischer souhaite ainsi réformer le système à la base. De nombreux indicateurs montrent que quelque chose ne fonctionne pas dans le système actuel. Les gens qui viennent en formation nous disent qu'ils ne sont pas satisfaits, qu'ils ne veulent pas travailler dans les conditions qu'on leur propose, que leurs talents ne sont pas exploités, etc. Nous aurons toujours besoin d'entreprises. Je pense que les entrepreneurs vont trouver un nouvel équilibre. Ils sauront par exemple de combien d'argent liquide ils doivent disposer. Ils définiront leurs véritables priorités dans la vie ou celles du moment présent. Et je pense qu'ainsi, on s'éloignera automatiquement du capitalisme classique tel qu'on l'a connu jusqu'ici. On se rend bien compte que ce qui nous motive dans la vie, ce n'est généralement pas l'argent, mais les gens passionnants, les projets ambitieux. On a envie de faire quelque chose qui a un sens. Une telle optique permet de redéfinir entièrement l'entrepreneuriat. La formation des Chaos Pilots comprend également des rituels spirituels. Chercher au plus profond de soi-même et se trouver, le profil des nouveaux entrepreneurs responsables doit être complet. C'est précisément ce qui intéresse des gens comme Mario Grossenbacher. Il a abandonné un poste de direction bien rémunéré dans une entreprise pour devenir Chaos Pilot à 43 ans. C'est un état d'esprit. Ce n'est pas uniquement une formation, c'est un état d'esprit qui s'écarte totalement de tout ce à quoi j'ai été habitué. Mon objectif est de me mettre à mon compte par la suite. Mes amis me demandent souvent pourquoi je ne le fais pas tout de suite. Pour moi, c'est clair. Si je me lançais maintenant, je referais exactement ce que j'ai fait pendant 20 ans et qui ne m'a jamais vraiment intéressé. Le but ici est de trouver ce qui nous intéresse vraiment, parce qu'on le fera avec plaisir. Et ce qu'on fait avec plaisir, on le fait forcément bien. Ensuite, il n'y a plus qu'à trouver comment gagner de l'argent et c'est parfait. En gros, voilà le plan. Ici, on mise sur la créativité afin de permettre aux futurs entrepreneurs de mieux appréhender les défis auxquels ils seront confrontés. Chacun peut postuler, même sans être titulaire du baccalauréat. Il suffit de parler anglais et d'avoir plus de 21 ans.
Ceux qui sont admis paient 1 000 € par mois pendant 3 ans. Mais avant cela, il faut passer des tests d'admission pendant 2 jours et résoudre toute une série d'exercices en groupe sous l'œil attentif des étudiants plus avancés. Les nouveaux Chaos Pilots placent beaucoup d'espoir dans cette formation. Ici, tu peux dire que tu n'aimes pas la façon dont les choses se déroulent, que tu préférerais essayer autre chose. On t'écoute, on t'apprécie et surtout, on prend en compte tes idées personnelles. Tu peux donc directement influencer la manière dont ta formation va se dérouler. Tes initiatives vont avoir un effet immédiat sur ta formation. C'est quelque chose de totalement inédit dans le domaine de l'éducation. Coming together in these formations is a new way forward also for businesses and organizations or communities. And that is a new way of trying things out. Please step into the center. First we go, Giacomo. On m'assure que l'organisation en cercle permet de créer une nouvelle forme d'ordre démocratique dans une entreprise. Pour Matthias Straubfischer et ses étudiants, le cercle symbolise le fait que les décisions doivent être prises à l'unanimité. Nous avons besoin d'une nouvelle forme de démocratie. Le principe de la majorité ne fonctionne pas. 51% des personnes décident de quelque chose et les 49% restants sont mécontents. Ça ne peut pas fonctionner. Nous devons apprendre à aller de l'avant au sein d'une tribu ou d'un clan, au sein d'un grand groupe, d'une entreprise ou d'une communauté. On ne doit s'impliquer que pour des causes que l'on soutient totalement. Cela nécessite un engagement à 100%, de manière à n'entreprendre par la suite que des actions qui font l'unanimité et cela demande un effort de compréhension mutuelle. Un tel consensus est sûrement envisageable dans de petites entreprises. Mais à l'échelle d'une société ou d'un système politique, obtenir l'unanimité paraît peu probable. Regula Stempfli est philosophe et historienne. Depuis des années, elle travaille sur les avantages et les inconvénients de la démocratie semi-directe en Suisse, qui se traduit par une participation directe aux décisions politiques par voie de référendum. L'avantage de la démocratie directe est le droit à l'initiative. Cela signifie que vous pouvez, au niveau de la commune, du canton ou du pays, comme c'est également le cas en Allemagne et dans certaines communes françaises, soumettre une sorte de pétition citoyenne. Vous pouvez y faire figurer les thèmes que les élites ne souhaitent habituellement pas faire figurer à l'agenda et qui ne parviennent jamais jusqu'au Parlement. Dans ce domaine, la Suisse fait vraiment figure de pionnière. En mars 2013, les citoyens suisses ont voté par référendum en faveur d'une loi qui limite les salaires et autres bonus attribués aux grands patrons. C'est à un simple citoyen suisse que l'on doit cette initiative. Mais la démocratie directe peut aussi être contraignante. Elle suppose de se tenir informé pour pouvoir y participer. Pour certains, cela demande trop d'efforts. D'après Regula Stempfli, tout dépend de la façon dont les choses nous sont présentées et de notre degré d'implication. Pour elle, c'est une question de culture politique. Vous ne pouvez pas remettre en question des principes démocratiques fondamentaux. Il faut une culture politique ouverte au dialogue. Mais c'est réalisable à petite échelle, au niveau des communes, dans votre ville. Et c'est précisément ce que font de nombreuses personnes, toutes générations confondues. En Angleterre, par exemple, les Commons, les communautés de biens, rencontrent toujours plus de succès. À Zurich aussi, je connais beaucoup de gens qui échangent des services. Pour eux, l'argent n'est pas important. Ce qui est important, ce n'est pas de pourvoir aux nécessités matérielles, c'est la liberté de pouvoir vivre ensemble. Lorsqu'on parle de démocratie, on pense toujours que seules deux options s'offrent à nous. D'un côté, l'autorité, sous la forme d'un dictateur, d'un parti ou d'un système représentatif,
et de l'autre, l'anarchie. Pour moi, l'option la plus intéressante est la troisième. Il s'agit d'un processus qui n'est ni spontané ni anarchique, mais plutôt organisé, progressif et planifié. Il permet d'organiser collectivement et démocratiquement une société et de développer ainsi un projet social de grande ampleur. La démocratie du futur devrait-elle donc ressembler à un grand projet social dans lequel chacun aurait un pouvoir de décision? Comment est-ce possible? Le fait que Michael Hart ait recours à des conceptions marxistes me surprend. Il me semble que c'est cette structure de base qui permettra de lier entre elles toute une série d'exigences portant sur les biens matériels, comme l'eau, la terre, les questions écologiques, mais aussi bien sur les biens immatériels, la culture, les idées, les codes, les images. Les mouvements protestataires demandent que ces deux types de biens soient mis en commun. Mis en commun au sens où ils doivent être retirés du domaine de la propriété privée pour retourner dans la sphère du contrôle démocratique. Placer de telles revendications au cœur d'une nouvelle constitution ne me paraît pas foncièrement nouveau. En revanche, ce que Michael Hart souhaite, c'est une révision en profondeur de la Constitution à l'échelle planétaire. La démocratie représentative doit faire place à des formes actives de participation. Mais concrètement, qu'est-ce que cela signifie? Plutôt que de réformer la Constitution, un courant venu d'Autriche propose de commencer par renverser notre système économique. Ce modèle économique alternatif a été surnommé l'économie du bien commun. Il rencontre un succès grandissant. L'entrepreneur social y joue un rôle prédominant. Concrètement, 3000 particuliers et plus de 1000 entreprises soutiennent d'ores et déjà l'initiative par des moyens concrets. La ville de Vienne et l'UNESCO se sont également joints au projet. L'un de ses inspirateurs est l'Autrichien Christian Felber, danseur, auteur, journaliste et membre fondateur d'Attac en Autriche. Il a rédigé l'ouvrage qui sert de référence au projet. Il participe actuellement à la mise en place de la Banque démocratique, censée travailler main dans la main avec des participants à l'économie du bien commun, entrepreneurs comme particuliers. Pourquoi la démocratie ne fonctionne-t-elle plus à l'heure actuelle? Pourquoi n'est-elle plus en pratique qu'une pseudo-démocratie ou une post-démocratie? À mon avis, c'est que les valeurs qui régissent l'économie déteignent sur tous les autres domaines de la vie. En premier lieu, sur le système politique et démocratique. Aussi longtemps que notre économie récompensera l'égoïsme, celui-ci ne cessera de se propager et de se renforcer pour finalement contaminer et corrompre le système démocratique. C'est la raison pour laquelle nous estimons qu'il est indispensable de ne plus valoriser l'égoïsme aux dépens des règles et de l'ordre économique, mais au contraire d'encourager les comportements solidaires, sociaux, empathiques et coopératifs. Plutôt que de s'orienter uniquement vers le profit, les entrepreneurs devraient s'imposer une conduite responsable socialement et écologiquement. Le produit de bien commun qui est censé remplacer le produit intérieur brut comme indicateur économique est un processus démocratique. Les citoyens définissent, d'abord à l'échelle communale puis nationale, quels sont selon eux les 20 facteurs indispensables pour mesurer la qualité de vie. À partir de ces indicateurs écologiques, sociaux, psychologiques, culturels et démocratiques, on obtient alors un indice économique. Mais comment évaluer objectivement un comportement éthique? Christian Felber et ses compagnons de lutte ont élaboré à ces fins le bilan de bien commun. Il revient à chaque entreprise de le dresser. Le bilan de bien commun compte un maximum de 1000 points de bien commun.
Plus le résultat est bon, plus l'entreprise dispose d'avantages fiscaux et légaux. Notre objectif est d'inverser la tendance perverse qui veut que les produits provenant d'entreprises éthiques sont aujourd'hui plus chers que ceux d'entreprises qui, par leurs méthodes peu scrupuleuses et irresponsables, proposent des produits bon marché et qui ont ainsi plus de succès. Nous voulons aider les entreprises éthiquement correctes à être moins chères, et donc plus compétitives que celles qui négligent les valeurs de la Constitution et de la démocratie. On pourrait par exemple imaginer un système dans lequel les entreprises détenant les meilleurs bilans de biens communs seraient exemptées de TVA, tandis que celles des autres seraient doublées. Christian Felber veut punir les attitudes cupides. Il me semble peu probable que le commerce mondial soit un jour organisé en termes de biens communs. Mais il faut peut-être viser l'impossible pour avancer. Ce qui m'anime et me motive, c'est un idéal de liberté, un profond désir de liberté, et en même temps le besoin immense de solidarité. J'essaie de devenir celui que je suis. J'essaie de contribuer à ce que la communauté fonctionne du mieux possible. Cela signifie que d'un côté j'aimerais être heureux et que de l'autre je voudrais construire une belle démocratie. Je ne voudrais négliger aucun de ces deux aspects. Je voudrais en faire des piliers dans ma vie. Mon engagement politique pour une économie du bien commun, pour un système financier au service des gens, pour une économie mondiale équitable, témoigne de cela. Ma quête de nouvelles formes de démocratie me mène jusqu'à la région du Waldviertel, dans la campagne autrichienne. Heinrich Staudinger dirige ici ses ateliers. Grâce à ses chaussures et ses matelas artisanaux, il a connu la gloire et le succès dans tout le pays. Il est acquis au principe de l'économie du bien commun et tente d'y rester fidèle. Pourtant, il n'a encore jamais dressé de bilan de bien commun. Il ne fait aucun doute qu'établir un tel bilan serait très fastidieux. Je ne suis pas persuadé que cette bureaucratie supplémentaire au service du bien commun soit la bonne méthode. À vrai dire, j'estime être suffisamment expérimenté pour savoir reconnaître un entrepreneur correct d'un autre. Je pense qu'en termes d'économie du bien commun, nous n'avons pas forcément besoin de cette paperasse pour attester de notre bon comportement. Celui-ci transparaîtra dans nos résultats. Pour Heinrich Staudinger, la production durable ne se limite pas à utiliser des matériaux régionaux. Il met aussi un masseur, un psychologue et une salle de yoga à la disposition de ses employés. Pas mal. En contrepartie, les salaires de la centaine d'employés ne sont pas très élevés. Chacun touche au maximum entre 1000 et 2000 euros. Leur chef affirme gagner encore moins. Je pense que notre société doit apprendre à vivre de façon plus modeste. Ce n'est pas parce que je ne consomme pas que je suis malheureux. En cas de coup dur, on aide nos employés, on les soutient. De nos jours, les enfants représentent une charge financière importante. Et c'est pour ça que nous accueillons toujours les nouveau-nés de nos employés avec une prime de 1000 euros. Lorsqu'une famille connaît une situation d'urgence, nous lui faisons crédit et nous l'aidons autant que possible. Tout cela paraît socialement bien responsable, mais l'entreprise souffre aujourd'hui d'un manque de liquidité. L'inspection des finances autrichienne la surveille depuis 2012. N'obtenant pas de crédit de sa banque, notre entrepreneur sollicite des donateurs privés auxquels il verse des intérêts. Du coup, on lui reproche d'avoir illégalement fourni des services bancaires.
Peu m'importe ce qui en sortira. Très sincèrement, je peux affirmer que je ne me sens aucunement coupable. S'ils veulent me punir, m'infliger une amende par exemple, je l'ai déjà dit 100 fois, je ne paierai pas. Et s'ils veulent me jeter en prison, eh bien j'aurai définitivement gagné. Parce que j'estime qu'interdire aux gens de s'organiser entre eux ne sert pas la démocratie. Heinrich Staudinger nourrit ses réflexions. Sa recette, le calme. Est-ce qu'avec 1 000 € par mois, ces employés peuvent aussi se permettre ce luxe? Vu la situation dans laquelle se trouve notre société, où le système bancaire bat de l'aile, tout comme le système social, le système de santé, ou celui des retraites, les gens doivent tenter d'apporter quelque chose de nouveau. Grâce à ces initiatives personnelles, nous pourrons peut-être trouver une solution pour échapper à la spirale infernale dans laquelle nous nous trouvons. Parce que bien sûr, nous détenons tous les outils pour construire une vie meilleure. Et il ne tient qu'à nous de nous organiser différemment. Je suis un peu déconcerté. Des entreprises plus justes et plus engagées nous mèneront-elles forcément vers une meilleure démocratie? L'exemple de Heinrich Staudinger nous incitera-t-il à nous distancer du conformisme? À tenter de nouvelles choses? Au risque de devoir parfois emprunter notre propre chemin pour y parvenir? À Berlin se trouve la fondation Futur 2, dirigée par Harald Welzer. L'entreprise de Heinrich Staudinger fait figure d'exemple dans la boîte à idées de la fondation. Harald Welzer et son équipe collectent dans leurs archives du futur des histoires de gestion sociale et responsable. Ce sont des récits de réussite au sein même de notre système politique en mutation. Loin de moi l'idée de considérer la démocratie parlementaire comme démodée. Je pense qu'elle surmontera cet état post-démocratique que nous connaissons actuellement. On reviendra peut-être à une nouvelle forme de démocratie, plus active et plus empathique, empreinte de démocratie directe. Mais à mon avis, cela suppose une plus grande participation de la société civile et des citoyens. Il ne faut pas oublier que tous les grands changements de ces dernières décennies ont été initiés par la société civile. Le mur de Berlin n'est pas tombé parce que des scientifiques ont décidé que c'était préférable, mais parce que des individus se sont mobilisés. Les véritables innovations sociales comme l'autopartage, les maisons multigénérationnelles ou l'agriculture biologique ne sont pas des initiatives issues de l'économie, de la science ou de la politique. On les doit à des citoyens engagés. Il faut être créatif et agir sur le long terme. Pour Harald Welzer, les histoires qu'il rassemble sont avant tout une invitation à penser par soi-même. C'est aussi le titre de son dernier ouvrage. Je pense que la stratégie de Futur 2 est très positive en ce sens qu'elle incite les gens à s'engager activement pour eux-mêmes et pour la communauté. À partir de là, ils sont personnellement impliqués dans un processus. Ils sont prêts à défendre le bon fonctionnement des processus démocratiques, à s'engager pour une conscience plus forte et pour plus de solidarité. Si vous ne vous impliquez pas, vous n'avez rien à perdre. On ne peut rien vous retirer. Même la liberté de la presse n'a aucune valeur pour vous. Cette forme de participation active est donc toujours un moyen de se battre pour la démocratie. Des success stories authentiques, conservés pour l'éternité et disponibles à tout moment. Comme ce Vermeer.
C'est une autre réalité qui est décrite ici. Pour moi, l'art est le contraire de la réalité immuable et hermétique. La plupart des gens s'imaginent que le monde dans lequel ils vivent est immuable, qu'il est juste là, hermétique et figé. Mais ce n'est pas le cas. On peut changer le monde. Son apparence dépend de la façon dont je le regarde. Dès lors que mon regard sur le monde change, je découvre soudain de nouvelles manières de l'aborder, de nouvelles possibilités de le changer. Tout peut être différent. Une autre success story issue des archives de Harald Welzer m'attend à Hambourg. Un exemple on ne peut plus concret de participation citoyenne en pleine ville, c'est le projet Next Hamburg. Guidés par l'architecte et urbaniste Julian Petrin, ce sont les habitants de Hambourg qui depuis 4 ans réinventent leur ville. Même si aucune réalisation n'a encore vu le jour, c'est la démarche qui compte. Là aussi, on entame le dialogue sur Internet. La dernière innovation de Next Hamburg est le Stadtmarkt. Cet outil met à la disposition des habitants des moyens simples pour qu'ils redessinent eux-mêmes l'espace public. Leurs réalisations sont ensuite soumises à la discussion sur Internet. Il s'agit ici de réaménager une place un peu lugubre devant une salle de concert. Julian Petrin tente de faire participer les habitants en leur proposant des outils très simples comme de la craie et des cartons. Next Hamburg cherche avant tout à modifier l'idée que les gens se font de leur ville. Pour cela, on les encourage à jeter un regard nouveau sur l'environnement et l'espace dans lequel ils évoluent quotidiennement et à tout remettre en question. Rien n'est définitif. Ni la configuration d'une place, ni les nuisances sonores dans une rue animée. On peut toujours formuler une requête et la soumettre aux autorités compétentes. Derrière tout cela se cache un autre objectif, la démocratie locale et le développement commun de la ville. Il s'agit de créer des occasions pour les individus de se rencontrer, d'apprendre les uns des autres, d'échanger, de se confronter à des opinions parfois différentes des leurs. Il me semble que c'est là le véritable succès du projet. Les projets d'aménagement ne trouvent pas beaucoup d'écho chez les Hambourgeois. Comme pour certaines autres expériences démocratiques, il y a ceux qui ne sont pas forcément intéressés par la participation active. La majorité s'est exprimée en faveur d'une fontaine ou d'un bassin. Next Hamburg n'a plus qu'à transmettre la proposition à la ville. Je pense qu'on n'est qu'au tout début du mouvement participatif. La démocratie de demain prendra des formes multiples. Nous conserverons bien sûr certains éléments de représentation, ça j'en suis sûr, et pas uniquement le référendum ou le vote. Je pense que la population sera organisée en une multitude de communautés locales qui formuleront leurs propres requêtes avant de les transmettre aux politiques et de les soumettre aux négociations, qui détermineront leur mise en œuvre ou non. Le résultat sera haut en couleur. Nous voulons changer la société, mais il faut s'y préparer et réfléchir. Quel avenir? Quelles relations? Et quelles structures souhaitons-nous avoir? Si l'on considère le destin de certains mouvements révolutionnaires, de certaines politiques radicales, on se rend compte que les événements évoluent de manière discontinue. Pendant une longue période, on a l'impression que rien ne se passe, et soudain, l'inattendu survient. En fait, il y a toujours une tension, voire une frustration. Et puis, très vite, ça bascule. C'est un peu comme de tendre un élastique. Vous vous dites que ça tient toujours, jusqu'au moment où ça casse. Celui qui s'attache à de vieilles certitudes a tort, parce qu'il n'a pas d'avenir. Celui qui ne doute pas ne se pose pas les bonnes questions.
Comment ai-je envie de vivre à l'avenir? Comment nous tous souhaitons-nous vivre? Quels sont nos rêves? Les personnes que j'ai rencontrées, leur engagement, ont affiné mon regard. Notre démocratie est en mouvement. C'est une expérimentation qui non seulement doit accepter les protestations, l'opposition, les contributions extérieures et le renouvellement, mais qui en plus en a absolument besoin. Je m'y emploie aujourd'hui, mon enfant le fera demain. Je l'y encouragerai. La démocratie, si ce n'est pas nous, c'est qui alors? Nous sommes la seule espèce assez intelligente pour avoir inventé la démocratie. Les chimpanzés ne connaissent pas la démocratie. C'est comme un jardin public qui accueillerait tout le monde. Personne ne vous prend de haut quand vous entrez. Chacun a quelque chose à partager. Chacun est unique. Chacun y contribue à sa manière. Et il y a des règles. On ne peut pas marcher sur la pelouse, ni jeter de déchets. Voilà à quoi la démocratie devrait ressembler. Un endroit de rêve. The imaginary place of the people.